Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est le quoi, le Salut 24, à c'est ça? tous. 24, c'est ça, ouais. Ça avance, vous êtes de plus en plus nombreux. On est super contents. Et voilà, donc écoute Anthony, à toi de jouer. Hein. Dis-moi, On y va. pose-nous la Alors, première question. ouais, il y a eu beaucoup de questions, hein, de plus en plus, donc c'est cool. Alors, est-ce qu'un problème peut être constitué en effectuant que des mouvements en unilatéral? En gros, est-ce que si tu t'entraînes que en unilatéral, ça peut créer des problèmes physiques? Voilà. Non, c'est l'inverse qui veut dire. Est-ce qu'un problème ne peut être constitué qu'avec des mouvements unilatéraux? Donc, si tu fais, non, non, c'est ça. Si tu fais que des mouvements en unilatéral, est-ce que tu Ouais. vas avoir des soucis physiques? Alors moi, je comprends dans le sens où plutôt, si tu fais que des mouvements en unilatéral, ça permet, si tu veux, de ne pas créer de déséquilibre. C'est pas dans ce sens qu'il a voulu le dire? Bah, au pire, on peut De toute répondre façon, à ouais, on va traiter le sujet, ce sera encore ouais, plus simple. voilà. Alors déjà, le latéral, moi je trouve ça super intéressant. Et tu as pas mal d'études aussi qui ont montré que l'unilatéral était plus intéressant pour l'hypertrophie que le bilatéral, par exemple. Tu vois. Donc, Mhm. c'est un paramètre à prendre en compte. Et je trouve qu'aujourd'hui, on fait pas assez d'unilatéral comparé au bilatéral. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, rarement on pousse avec les deux jambes ou avec les deux mains en même temps. Généralement, c'est ou d'un bras ou d'une jambe. Enfin, qu'on marche, on fait un pas après l'autre, on se déplace pas en sautillant comme un kangourou. Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est vrai que d'un point de vue physiologique, déjà, je pense que c'est plus naturel de faire l'unilatéral, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on fait des exercices. Et c'est vrai qu'on devrait faire au moins autant d'unilatéral que de bilatéral. Voilà, et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on ne fait jamais. Ensuite, on peut se rendre compte, par exemple, qu'avec un petit peu d'entraînement et une adaptation nerveuse, on devient même plus fort en unilatéral qu'en bilatéral sur beaucoup de mouvements. Et ça, c'est assez surprenant. Tu as plein de mouvements comme ça où, par exemple, on prend le bûcheron haltère, une fois que tu t'habitues, tu peux monter très très lourd. Hein. Mhm. Alors que si tu prends la barre et que tu fais du rowing bar, tu verras que le moment, déjà, il a moins d'amplitude. Tu as tendance à tricher un petit peu plus et au final, tu mets un peu moins lourd ou du moins, si tu mets aussi lourd, c'est que tu triches et que voilà. Donc, il y a pas mal d'avantages par rapport à ça. Ça peut être intéressant aussi quand tu as un muscle en retard, mais pas que. Mais pas que. Ça peut être un petit facteur intéressant parce que c'est vrai que des fois, on peut forcer plus que d'un côté que de l'autre. Mhm. C'est vrai que l'unilatéral rééquilibre un petit peu les choses si tu fais le même nombre de répétitions. Parce que si le côté fort t'en fait plus que le côté faible, tu vas entretenir aussi le déséquilibre. Je ne sais pas ce que tu as à dire là-dessus. Ouais, bah moi, je suis un grand partisan de l'unilatéral. Déjà parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal, et beaucoup de gens sont dans ce cas, à sentir de la même manière les deux côtés. Tu te rends compte que quand tu travailles en bilatéral, si tu es vraiment attentif, tu as toujours un côté qui congestionne mieux que l'autre, ou que tu sens mieux que l'autre. Et si tu te filmes et tu es dans le retour, tu te rends compte que, par exemple, sur un développé couché, il arrive toujours un moment où la barre, elle monte plus vraiment droit. Tu as toujours un côté qui monte un peu avant l'autre. Donc, pourquoi? Parce que c'est impossible, il faut le dire aux gens, d'avoir les deux côtés parfaitement égaux et d'avoir la même force des deux côtés. C'est totalement impossible. Comme c'est très dur d'être parfaitement symétrique au millimètre près, je ne sais même pas si c'est réellement possible d'être parfaitement symétrique, ça il faut le dire. Donc l'avantage de, comme tu l'as dit, l'unilatéral, c'est que bah, tu te concentres que sur un côté, donc tu peux être plus performant. L'aspect cardio, il est minimisé aussi. Donc ça permet quand même d'avoir un effort qui est plus musculaire parce que bon, si tu fais un squat très très lourd, il te faut bien 5 minutes pour récupérer toutes tes capacités. Si tu fais un split squat, donc un squat une jambe très très lourd, il ne faut pas 5 minutes, il te faut la moitié. Donc, C'est au vrai. début, tu penses que ça prend plus de temps, mais l'un dans l'autre, avec l'expérience, tu te rends compte qu'au final, je pense que le temps passé, parce que le temps, ça peut être un des premiers facteurs du travail en unilatéral, te dire que ça va prendre plus de temps, mais tu te rends compte l'un dans l'autre qu'au final, ça revient au même. Voilà. Donc après, pour toutes les raisons que tu as évoquées, je suis d'accord avec toi que l'unilatéral, c'est vraiment une très bonne chose quand on est à la recherche d'un développement physique optimal, d'un équilibre. Et notamment, il y a des muscles où pour moi, il y a deux muscles où pour moi, c'est absolument indispensable d'en faire. C'est le dos, puisque
En fait, on va expliquer rapidement, mais il y a la colonne, les deux omoplates, et quand on est en bilatéral, donc les deux côtés à la fois, un bilatéral, les deux omoplates se rencontrent très vite, butent l'une contre l'autre, et ça empêche d'avoir une amplitude complète, de pouvoir, entre guillemets, pivoter un peu le buste comme ça et de contracter le centre du dos. Ce qui fait que beaucoup ont zéro muscle, le centre du dos. Quand tu es en unilatéral, bon, bah, l'omoplate, par exemple, de gauche ne bouge pas, uniquement la droite. Et donc, ça permet d'aller beaucoup plus loin, d'aller vraiment contre la colonne et de recruter vraiment le centre du dos. C'est pour ça qu'on parle d'unilatéral pour le dos, surtout. Pour les pectoraux aussi, c'est un petit peu la même chose. Lorsqu'on fait, par exemple, un vis-à-vis, les deux mains se rencontrent et empêchent d'aller chercher une contraction parfaite. Donc, en unilatéral, on peut aller plus loin. Donc, c'est vrai que je pense que tu vas en parler dans ta super formation qui va sortir, mais sur ces deux muscles, c'est par rapport aux autres, encore plus que sur les autres, c'est hyper intéressant d'aller travailler en unilatéral pour chercher, on va dire, l'axe optimal. Voilà. Ouais, Voilà. c'est vrai, et c'est vrai. Et même sur les bras, on peut le voir. Par exemple, vous faites par exemple du curl marteau, hein, qui est un excellent exercice, hein, pour le biceps et le brachial. Et c'est vrai que faites des curls alternés, faire des curls alternés marteau et faites juste un curl un bras, vous allez voir, vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de poids quand vous faites à un bras. C'est très Mhm. étonnant, mais voilà. Et puis il y a aussi un facteur qui est super important aussi, c'est en unilatéral, pardon, on crame moins notre système nerveux. Et on sait que le système nerveux aujourd'hui est vraiment un facteur très limitant dans la récupération parce que quand on crame notre système nerveux, par exemple, quand on fait du squat très lourd, du soulevé de terre très lourd, ou même du coucher très très lourd, ça impacte énormément notre système nerveux. Et notre système nerveux met généralement 2 fois plus de temps à récupérer que nos muscles en fait. Mhm. Ça, c'est impactant parce que du coup, bah, on a besoin de plus de repos alors que les muscles ont récupéré, mais le système nerveux est tellement HS que malheureusement, on est beaucoup moins performant. Et c'est vrai que là, c'est intéressant le unilatéral parce que ça impacte beaucoup moins finalement aussi le système nerveux. Donc, ça a vraiment de multiples avantages, le unilatéral. Et on vous suggère vraiment d'en faire beaucoup plus dans vos entraînements. Essayez au moins de faire 50% de vos entraînements en unilatéral. Alors, au début, on n'y pense pas. Mais puis voilà, c'est vrai que le petit inconvénient, c'est que ça prend peut-être un peu plus de temps. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le temps. Bon, bah, c'est un peu à part, tu vois. Mais si vous avez vraiment un peu plus de temps, ben, préférez prendre un quart d'heure, 20 minutes de plus sur votre séance, mais faire beaucoup plus d'unilatéral et vous allez voir, c'est hyper profitable. Donc Mhm. voilà. Carrément. Question suivante à toi. OK. Alors, question suivante. Ah, on va parler du collagène. Tiens, du collagène. Ah, Pourquoi le collagène est aussi indispensable quand on consomme de la viande? Lorsqu'on consomme de la viande musculaire, alors, Euh, c'est vrai qu'on pose souvent la question parce qu'on parle souvent du collagène ben, pour les tendons, les muscles, les ligaments, pour ce côté-là préventif. Et c'est vrai que c'est hyper important. Il ne faut pas oublier que le collagène, c'est, on va dire, la protéine, entre guillemets, de la peau, de nos tendons. Enfin, voilà, c'est des vraiment la. tissus. Hein? Des tissus. Ouais, des tissus. Et donc, c'est vraiment une protéine, entre guillemets, hyper intéressante. Voilà. Alors, elle ne suffit pas à elle seule parce que elle ne contient pas ou très peu de leucine. Hein, et la leucine, c'est ce qui lance le signal anabolique. Mais par contre, elle est super complémentaire parce qu'on mange énormément de viande dite musculaire, du blanc de poulet, du steak, etc., de la dinde et tout ça. Et ces parties-là, en fait, ont un taux de méthionine très élevé. Et en fait, plus comment s'appelle ça, cet acide aminé est élevé, plus ça crée un déséquilibre avec les autres acides aminés. Voilà. Et du coup, ben, voilà. Et ça peut poser même des problèmes de santé sur le long terme, chose que peu de personnes savent. Mais voilà. Et donc, c'est pas génial. En fait, lorsqu'on consomme de la viande musculaire, ce sont les mêmes acides aminés que nos muscles, en fait. Hein, parce qu'on mange du blanc de poulet, de la dinde ou du bœuf. En fait, c'est les mêmes acides aminés que nos propres muscles. Et en Mhm. fait, ça envoie un signal négatif à notre corps, comme s'il se cannibalisait. Excuse-moi. D'accord. Et le collagène équilibre en fait les acides aminés et évite ce déséquilibre qui peut poser voilà, des problèmes de santé. Donc D'accord. voilà, ça peut être même inflammatoire sur le long terme et tout. Donc encore une fois, le collagène pour moi c'est sûrement le complément le plus indispensable qui existe. Et Clairement.
Petite question en rapport parce que les gens sont perdus. Alors, il y a glycine, Strong et Ouais, il y a collagène. Est-ce que tu peux en ouais, parler rapidement? Qu'est-ce qu'ils oui. doivent choisir? Quel est le meilleur? Voilà. Alors, alors, avec Julien Ménesson, par exemple, on n'est pas tout à fait d'accord avec la glycine et le collagène. Moi, je trouve que le collagène est beaucoup plus complet. Il faut savoir que dans le collagène, l'acide aminé le plus important qu'il y a dedans, ça reste de la glycine. C'est pour ça que la D'accord. glycine est tellement important. Mais la glycine, par exemple, tu vois, ma glycine que je vends, elle est cristallisée, elle est faite par fermentation végétale. Donc, c'est vrai que quand vous êtes végétarien ou vegan, vous ne pouvez pas manger de produits issus d'industrie animale. Donc, c'est vrai que là, la glycine est indispensable parce que bah, vous ne pouvez pas prendre du collagène qui, c'est vrai, est un peu plus complet en termes d'acides aminés et se complète parfaitement avec les acides aminés du muscle, tu vois. Donc, les deux se complètent totalement. Mais il faut savoir que dans le collagène, il n'y a pas que de la glycine. Il y a de la glycine, et c'est l'acide aminé principal, mais il y a aussi de la proline et tous les autres acides aminés qui viennent en complément des acides aminés de la viande. Tu vois. Et là, ça forme une protéine totalement complète. Hmm. Là, c'est génial pour notre corps. D'accord. Donc, la glycine, il manque, si vous voulez, quelques autres acides aminés. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère peut-être le collagène, même si la glycine reste excellent et que ça peut très bien le faire aussi. Si vous voulez pas prendre de collagène, prendre la glycine, c'est aussi très efficace et ça marche extrêmement bien. Mais dans ce cas, pour mettre tout le monde d'accord, dans le Strong, il y a tout. Dans le Young Strong, c'est vrai qu'il y a tout. C'est vrai qu'il y a tout, parce que c'est un mix 50-50. Euh, c'est vrai que là, aujourd'hui, en fait, en plus, dans le Young Strong, bon, c'est une marque, c'est aussi un label, hein, c'est Verisol, c'est un label. Mais c'est vrai que celui-là, enfin, le collagène de Yam Nutrition, en fait, c'est des chaînes peptidiques qui sont tellement petites, ça va jusqu'à 1000 Dalton. Je ne sais pas si on se rend compte, le peptan, par exemple, c'est 2000, ce qui est déjà extrêmement bas, hein. Il ne faut pas rappeler que le peptan reste un excellent collagène, puis ça descend jusqu'à 2000. Mais là, on a trouvé un collagène exceptionnel qui descend jusqu'à 1000 Dalton. Donc, ça permet D'accord. d'être beaucoup mieux assimilé. En plus, nous, on a rajouté aussi de l'ascorbate de calcium, qui est en fait de la vitamine C, qui permet de mieux absorber encore le collagène. Bref, on a un truc vraiment enfin, c'est le top niveau, c'est la Ferrari des collagènes, quoi. D'accord. Donc, mais pour ceux qui sont perdus, Strong, c'est bien, collagène, c'est bien. Glycine, c'est vraiment si tu es végétarien ou c'est le minimum, on va dire. C'est un des ingrédients du Strong et Oui, du c'est tout collagène à au fait final. c'est vrai que Oui, je oui, comprends oui. que les gens soient perdus, mais la glycine reste extrêmement efficace. Vous pouvez même continuer sur la glycine. Mais c'est vrai que pour moi, le nec plus ultra, je veux dire le top du top, ça reste le collagène, la Colinstant qu'on a. C'est un brevet, hein, c'est un brevet allemand, qui est vraiment d'une pureté et d'une finesse inégalée aujourd'hui. Je ne connais D'accord. pas aujourd'hui un truc qui soit mieux que ça. D'accord. Donc, Bah, tester. J'ai pas encore testé, donc j'ai du mal à me prononcer quand on me demande. Faudra voilà. que je teste, mais j'avais Ouais. testé le Strong qui pour moi était excellent, hein. Sur les tendinites, Oui, vraiment, oui, c'était oui, ça marche très très bien sur les tendinites. ça marchait super bien pendant la prépa là, c'était excellent. Ouais, Donc voilà, à ouais, voir, à tester. à Bon, voir. question. Attends, je vais Ah, juste. vas-y, je te laisse finir. Ouais, souvent on me demande aussi comment on en prend. Alors ça dépend aussi du poids et de la quantité de viande que vous mangez par jour, en fait. D'accord, Plus vous allez manger de la viande, plus il va vous falloir de collagène pour équilibrer justement ces acides aminés-là. Ok. d'accord, Donc c'est vrai que généralement pour les femmes qui mangent généralement assez peu de viande en quantité par rapport à leur poids, entre 5 mg ça suffit. Pour un homme, ça va plus de 10 à 15 grammes. Voilà. Et si vous avez une tendinite, c'est 15 grammes minimum. Parce qu'au niveau des études d'accord, qu'on a, c'était 15 grammes avec de la vitamine C. Ça donnait d'excellents résultats. C'est pour ça aussi que le Strong marchait bien, parce qu'il y avait aussi la vitamine C. Et fonctionne très très bien à partir de 15 grammes. d'accord. Ok, Voilà, donc voilà, le collagène, 15 grammes avec la vitamine C, là franchement c'est optimal. Voilà. ok, super. Alors, question. Donc là, c'est un cas vraiment personnel, mais je pense que ça peut aider beaucoup. C'est un peu long, accroche-toi. Alors, j'ai un petit souci. Je perds du poids malgré que je mange toujours autant. C'est bizarre. Est-ce à cause de l'entraînement? Note, pendant tous mes entraînements, je m'entraîne en faisant des séries de 20 répétitions. J'ai changé l'entraînement avec des séries de 10-12 reps. Est-ce que vous pensez que ça peut être la cause ou bien le surentraînement peut-être? Ou alors peut-être parce que j'ai arrêté les BCAA et la créatine. Bon, on va faire par étapes.
Alors déjà, est-ce qu'il peut avoir perdu du poids parce qu'il a arrêté la BCA et la créatine? BCA non, créatine c'est possible puisque la créatine retient de l'eau intramusculaire, pas intra, donc dans le muscle. Donc à l'arrêt de la créatine, tu peux perdre ouais, 1 ou 2 kilos sans problème, sans problème. Voilà. Donc, ça peut être ça. Ensuite, Un petit peu ça. est-ce que Bah, ça après, peut être le il y a peut-être un. surentraînement? Hein. Est-ce que ça peut être le surentraînement? Bon, il y a peu de doute, il y a peu de chance quand même, je pense. Et est-ce que c'est bien de s'entraîner en faisant toujours. Après, j'ai pas. Ah, avant, il faisait toujours des séries de 20 et maintenant, il fait toujours des séries de 10, 12. Alors, ça, je peux le prendre, ça ne te dérange pas. Parce que Je t'en prie, je t'en prie, je t'en un prie. des trucs qui me frustre, c'est que de faire croire qu'il y a une formule magique. Je crois que je l'ai déjà dit 10 fois dans chaque podcast, mais arrêtez de penser qu'il faut tout faire en 4 x 10, 4 x 12, 4 x 8. Voilà, ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que vous faites 4 x 10 que vous allez prendre du muscle. Ce qui compte, déjà, on le répétera jamais assez, que vous fassiez 4 x 20, 4 x 10 ou 4 x 12, c'est que vous progressez à l'entraînement. Voilà. Si vous pouvez faire 4 x 10, 4 x 8, 4 x 20 ou 4 x 100, si vous restez toujours à la même charge à chaque séance, vous ne progresserez pas. Donc déjà, il y a ça, premièrement. Ensuite, il n'y a pas un nombre magique, un chiffre magique, ni même deux, ni même trois. Il y a une fourchette magique, on va dire, qui reste assez large et variée. Et il faut savoir, dans un entraînement, faire varier vos gammes de répétitions. Si vous faites tous les exercices en 4 x 10, pour moi, ça va poser un problème. Surtout si vous êtes intensif. Voilà, parce que si vous faites par exemple 5 exos, vous ne pourrez pas faire tous les exos en 4 x 10 et avoir la même intensité. Donc, apprenez, pour le système nerveux plutôt, hein, on va dire, pas musculaire, mais pour le système nerveux. Apprenez à faire varier vos gammes de répétitions et à choisir en fonction des mouvements. Si vous faites un 4 x 8 sur un développé couché, on va prendre, vous n'allez pas faire un 4 x 8 sur des élévations latérales. Il y a des mouvements qui se prêtent moins. Je ne vais pas faire un 4 x 6 sur un curl pupitre à un bras. À part m'arracher un biceps, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, apprenez en fonction de l'exercice, en fonction du muscle, en fonction voilà, de tout un tas de facteurs, à faire varier vos gammes de répétitions. On l'a déjà dit, entre 6 et 20 reps, ça peut même aller au-dessus. Donc, non, ça ne vient pas de ça qui perd du poids. En revanche, ça peut venir sur l'entraînement du fait que tu fais toujours la même chose et tu n'es pas assez intensif. Il n'y a pas assez de progrès à l'entraînement. Qui dit pas de progrès à l'entraînement dit pas de stimulation nécessaire. Pas de stimulation optimale nécessaire, et donc perte de muscle. Après, je pense que toi et moi, Chris, on sera d'accord, c'est que là, pour moi, s'il perd du poids, c'est simplement qu'à mon avis, à un moment, il a progressé, et comme beaucoup, il a gardé la même diète, il n'a pas réadapté, le métabolisme, il s'adapte, il est dynamique, on le répète. Maintenant, tu brûles certainement plus de calories qu'avant, il faut manger plus, terminé. Ouais, mais ça peut être un des facteurs. Bon, c'est plutôt un problème de luxe, hein. J'appelle ça un problème de luxe parce que Oui, 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 il a la chance de perdre du poids sans avoir fait grand-chose. carrément, Donc c'est un problème de luxe. Mais sans le ouais, vouloir. peut-être revoir sa diète, compter ses calories, voir combien de calories il est. Et Mm, parce que s'il perd du poids, ouais. Après, voir s'il n'est pas stressé. Enfin, il y a plein de petits facteurs. Est-ce qu'il dort bien? Il y a plein de choses à voir, tu vois. Voilà. Est-ce qu'il mange exactement pareil comme avant? Est-ce que indirectement il mange peut-être un peu moins? Est-ce qu'il se dépense peut-être pas un peu plus? Est-ce que dans ses journées il n'est pas peut-être un peu plus actif? Voilà, il y a plein de pistes à regarder aussi. Voilà, c'est assez difficile de répondre comme ça à une question voilà, large. entraînement, diète, sommeil et stress. Ouais, et son activité, le fameux NEAT. Voilà. Voilà, Mais si l'unité est supérieure, au final, c'est un réajustement de la diète après. Pas de ouais, stress. c'est ça, c'est ça. C'est possible, tu Voilà. sais, tu as des périodes de ta vie où des fois tu bouges un peu plus, tu es plus actif dans ta vie au quotidien, et ben, du coup, ça augmente aussi tes dépenses caloriques, quoi. Donc, c'est possible aussi. Donc, voilà. Voilà. Bon, bah, parfait. À toi. Alors, alors là, c'est une question. Quelle est la meilleure muscu pour la lutte ou du MMA? Ah, bien. Quel meilleur entraînement, je pense, hein, ouais. Quel est le meilleur entraînement muscu pour la lutte et MMA? Donc, on vous rappelle que le MMA, c'est Mixed Martial Arts et qu'on combat à la fois debout et à la fois au sol. Il y a aussi des projections. Donc, c'est complet, hein, c'est Mixed Martial Arts qui est très populaire depuis quelques années maintenant. Et en fait, on nous demande quelles sont les méthodes d'entraînement les plus adaptées d'un point de vue muscu par rapport à ces sports de sol, entre guillemets.
Bah, faudrait faire intervenir ton ami, là, Greg Greg? MMA. Ouais, Ouais, Greg. Ouais, mais Greg, il fait ouais, plus muscu pour prendre du muscle que muscu fonctionnel pour la lutte, en ouais. fait. Parce qu'il a plus besoin. Ouais, mais non, mais parce qu'il fait plus de combat réellement, lui, c'est plus pour la frime devant les filles. Je Ouais, mais connais. il est balèze quand même, hein. Alors, il a des très bons biceps. Ouais, Il a ouais, il est il a balèze, des hein. très gros bras. Voilà. Il manque un peu de pec, je lui ai déjà dit, et de cuisses, mais il a des très Ouais. bons bras. Bon, Je t'en fous. faut qu'il apprenne un peu à se battre parce que c'est limite, mais Ouais, c'est un très bon combattant. Et j'adore son approche. On fait une petite parenthèse. Et j'adore son approche parce que il est très ouvert d'esprit et il n'a pas peur de se confronter à plein de styles d'arts martiaux ou de sports de combat. Et, euh, et il s'est spécialisé dans plus le combat self-défense de rue en étant le plus proche de la réalité, chose qui n'est pas toujours évident parce que tu as aussi un facteur psychologique très puissant parce que dans la rue, tu as une montée d'adrénaline, tu perds tes moyens. Il ne faut pas l'oublier. Hein, hmm. combat de rue, c'est chose de très particulier. Moi, je travaillé longtemps dans la sécurité, pendant 20 ans quand même. Hein. Donc, moi, ça m'est arrivé d'avoir à faire des combats de rue. Donc, c'est une approche qui est aussi totalement différente de ce qu'on peut apprendre en club. En club, moi, j'ai fait ces arts martiaux pendant 20 ans. Hein. Et c'est des approches totalement différentes. Et il est tout le temps dans la véracité de l'instant et aussi de l'aspect psychologique. Et c'est vachement intéressant. Voilà, c'est vachement intéressant. Alors, Ouais, ces vidéos, elles sont vraiment bien. ouais, franchement, c'est super intéressant. Et moi, j'avais fait une caméra cachée. Alors, il y en a plein qui me disent, ouais, c'est du fake. Je vous jure, c'est pas du fake parce que moi, à l'époque, je ne connaissais pas. Et en fait, je l'avais agressé pour voir comment il allait réagir. Donc, je m'étais offert à lui. Il m'avait fait une clé de coup. Heureusement, il m'avait pas donné de coup, tu vois. Mais donc, j'ai essayé de faire gaffe pour pas qu'il me donne un coup parce que je voulais pas qu'il me mette KO quand même. Et en fait, il m'a fait une clé de coup parce qu'il était plus grand que moi. Il était parti dessus. Il m'a fait une clé de coup. Et je peux vous dire, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant parce que c'est vraiment un spécialiste du jiu-jitsu brésilien parce qu'il est ceinture noire. Et non, c'était pas un fake. Après, on est devenu amis par la suite hein, parce qu'on a rigolé, on a fait d'autres vidéos après. Mais non, c'était pas un fake et une très bonne attitude, hein, évidemment. Mais bon, le mec, encore heureux, hein, c'est un spécialiste, donc il a deux Ouais, ceintures noires. ouais, ouais. Mais sinon, Voilà. Je pense on va refaire une vidéo où je vais combattre avec lui au sol parce que moi, c'est pas ma spécialité. Et pour qu'il m'apprenne deux, trois techniques. Moi, j'en ai fait un tout petit peu, mais bon, je suis très loin d'avoir son niveau au sol. Donc, ça m'intéresse toujours. J'ai toujours cette passion ouais, des c'est armes. un challenge. C'est bien. Ouais, ouais, puis même, je trouve ça vachement enrichissant. Donc voilà, moi, je vais essayer je pense, essayer de me défendre comme je peux avec mes techniques au sol, parce que je n'en ai pas beaucoup, donc on verra. Donc, au niveau entraînement, c'est une très bonne question. Très bonne question. Moi, je dis toujours qu'on peut difficilement courir deux lièvres à la fois. Tu vois, on peut difficilement faire de la lutte ou du combat au sol à haut niveau et en même temps développer un physique hypertrophié. Voilà, c'est courir un peu deux lièvres à la fois, même si c'est pas impossible. On va pas être excellent dans l'un ou dans l'autre. Alors on peut faire un équilibre entre les deux, être relativement bon dans les deux, mais si vous voulez vraiment exceller dans l'un ou dans l'autre, il va falloir quand même se spécialiser un peu plus. Ça, c'est un fait. Voilà. Après, alors nous, on le fait de plus en plus, les sports de combat. On a pas mal de. Bon, en plus, là, j'ai un gros truc, mais bon, je peux pas l'annoncer encore, mais voilà, je le dirai dans un prochain podcast. Mais bref, on a pas mal de sportifs de combat de plutôt haut niveau. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que la musculation, voilà, c'est un plus pour la préparation physique. Il faut que ce soit de la préparation physique et non plus vraiment de la recherche d'un objectif d'esthétisme, on va dire. Parce que, voilà, donc après, il faut adapter l'entraînement en fonction de la discipline. Donc le MMA, c'est tellement complet que bah, là, pour le coup, faut vraiment, le MMA, c'est tellement complet que là, pour le coup, il faut vraiment tout bosser. Après, ce que j'aime faire, parce que ce que fait pas la préparation physique de sport de combat, c'est déjà dans un premier temps la prévention des blessures les plus courantes. À savoir dans tous ces sports-là et notamment tout ce qui est boxé, et bah, tu as un très très fort développement des muscles intérieurs, notamment de l'avant de l'épaule. Et donc, c'est hyper intéressant d'aller travailler bah, toute la chaîne postérieure et notamment l'infraépineux pour éviter. Voilà. Donc, nous, on fait énormément, on fait un gros travail sur ça avec eux et un gros travail sur tout ce qui est aussi la chaîne sacro-lombaire, donc les lombaires. Parce que voilà, on a dans nos rangs un compétiteur de MMA de plutôt bon niveau
et qui a subi à l'époque vraiment de grosses blessures à cause justement d'un manque de renforcement musculaire, tu vois, dans cette zone. Et il faut le dire, le MMA, c'est un sport, enfin, on se rend pas compte à la télé, mais c'est un sport qui peut être ultra violent pour le corps. Enfin, il est ultra violent quoi qu'il arrive, mais c'est vraiment, il peut y avoir de très graves blessures. Ouais, et très Ouais, physique. ouais, très physique. Il peut y avoir de très très graves blessures. Et donc, c'est ultra important en fait d'avoir un tronc solide qui va protéger la colonne vertébrale avant tout. Et de haut en bas, hein, même les cervicales, donc le cou, les trapèzes. Donc nous, quand on le fait, quand je dis nous, c'est AW Coaching, hein, quand on le fait, je ne suis pas un spécialiste du tout en sport de combat. Par contre, je connais très bien le corps humain et ce qui peut se passer. Donc, ce que je fais, mon travail, et notre travail, bon, toi, tu es un expert en sport de combat, c'est différent, mais quand j'ai quelqu'un comme ça, mon travail, c'est de faire en sorte que musculairement, eh ben, il soit le plus solide et fonctionnel possible. Voilà. Mais après, un coach de muscu, il ne faut pas vous attendre de la muscu et d'un coach de muscu qui vous rende combatif. Il va vous rendre performant pour être combatif. Mais on ne fera pas de vous, on ne vous donnera pas la technique. Mais par contre, ce qu'on a observé, c'est en faisant une bonne préparation physique, tu vas être plus explosif dans les coups. Tu vas avoir plus de préhension, tu vas être meilleur. MMA, c'est des poussées et des tirées. Donc, la musculation fait parfaitement ça. Si tu es très fort très fort, très explosif sur un rowing, autant te dire que quand tu vas attraper le mec, si tu le fais bien, c'est les mêmes muscles. Voilà. Si tu as de la force dans les avant-bras, etc. Pareil, si tu es hyper explosif sur un développé couché, que tu pousses 150 kilos en explosif sur un développé couché, autant te dire que si en plus tu sais mettre un coup, bah, ça va faire mal. On a vu Teddy Riner qui en claquette là, faisait je sais pas combien au développé couché. Bon, vous vous doutez que le mec, il est judoka, mais si vous envoie une droite, ça va faire mal. Donc voilà, Alors, ouais. Alors maintenant, moi, je vais répondre plus spécifiquement parce qu'en fait, ouais, je tu pense connais que le gars, beaucoup il mieux. Ouais. demandait en fait quel type d'entraînement il faut faire en fait. Hmm. Alors, moi, j'ai pas de mon expérience aussi parce que moi, j'ai fait 20 ans d'arts martiaux et en même temps, je faisais de la musculation. J'ai toujours fait les Ouais. deux en même temps, moi, tu vois. Et généralement, je faisais un jour d'arts martiaux, un jour muscu, un jour d'arts martiaux, un jour muscu. Euh, alors, il y a deux types de travail en musculation. Il y a le travail pour l'hypertrophie musculaire parce que vous voulez développer une certaine carrure et une certaine protection, un certain bloc musculaire. Donc là, il y a un travail musculaire plus, on va dire, classique de musculation. Et puis, il y a un travail, comme tu as expliqué tout à l'heure, d'explosivité. Et là, c'est plus un travail de pliométrie. Voilà, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez taper sur Google pliométrie et vous verrez, en fait, c'est des mouvements où ce n'est pas forcément hyper lourd et où on travaille avec une phase d'étirement et d'explosivité dans le mouvement. Voilà, il y a plein d'exercices pour le haut du corps, pour le bas du corps, pour l'explosivité, qui peut être très intéressant en complément. Maintenant, attention, au niveau de la récupération, la pliométrie est très traumatisante. Hmm. Alors, si vous faites de la musculation, vous faites du travail de pliométrie, vous faites vos entraînements de MMA ou de lutte, il va falloir, dans tout ça, savoir quand récupérer pour prévenir des blessures aussi. Et ça va être le facteur aussi limitant là-dedans, c'est la récupération. Attention à la récupération pour tout le travail que vous allez faire. Voilà, donc voilà, c'est beaucoup de paramètres. N'oubliez pas que si vous cherchez absolument l'hypertrophie, ça peut être aussi un handicap parce que vos muscles vont s'asphyxier au bout d'un moment. Plus on a de masse musculaire, plus le muscle s'asphyxie. C'est pour ça que vous prenez un marathonien, il n'a pas le même physique qu'un sprinter. Hein, encore une fois, un sprinter, c'est sur une très courte durée, donc lui, il peut se permettre de développer ses muscles beaucoup plus avant d'arriver à l'asphyxie musculaire. Alors qu'un marathonien, il faut qu'il soit musclé, mais des muscles très secs, entre guillemets, donc des petits muscles faut pas que ça consomme non plus trop d'oxygène, sinon ça sature et on s'asphyxie et puis on tétanise très très vite. Donc voilà, c'est beaucoup de paramètres. Moi, j'ai vu beaucoup de champions de boxe ou d'MMA prendre 10 kilos de muscles purs et ben ils tenaient pas longtemps en fait sur un ring en fait. Ils avaient la technique, mais ils avaient perdu un peu d'endurance parce qu'évidemment 10 kilos de muscles en plus, ça veut dire aussi consommer beaucoup plus d'oxygène. Donc attention, il Après, faut trouver un juste équilibre. après, tu vois, à contrario, euh, je pense que c'est discutable selon comment tu entraînes ton cardio parce que tu as le dernier qui a battu Joshua, là, tu vois, le boxeur, là. Je sais plus, Ludo a rappelé son nom dans la vidéo qu'on a fait, là. Je crois qu'il s'appelle Diaz, qui a un physique de pratiquement d'obèse.
et qui à côté a tenu je sais pas combien de rounds. Tu l'as vu le combat? Non, j'ai pas vu. Tu regarderas, il a un physique, tu te dis, mais c'est qui ce mec? Tu te dis, et il a mis KO. Oui, mais il est obèse. Bah, il est obèse pratiquement. Il l'a Oui, mis KO. mais si tu veux, l'obésité, c'est handicapant par rapport au poids. Mais Bah, le souffle, tu as difficilement du souffle quand tu as un surpoids, quoi qu'il arrive, tu vois. le muscle consomme aussi. En fait, Encore le problème, plus, c'est que le ouais, muscle mais consomme beaucoup d'énergie, en fait. Enfin, beaucoup d'oxygène. Et c'est pour ça qu'on tétanise assez vite quand on est musclé, tu vois. ouais, je vois ce que Tu tu veux vois? dire, mais tu prends un Mike Tyson, il était balèze, hein. Tu vois, donc, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais en fait, je trouve que les sports de combat, c'est ce paradoxe qui fait qu'il y a des mecs qui sont très volumineux et qui arrivent à avoir une endurance de malade. Il y a Ludo, là, je sais pas si tu as vu la vidéo qu'on a faite son avant-après. Ludo, qui est devenu un de mes meilleurs amis, qui est la plus belle transformation qu'on a eue. Écoute bien, je l'ai connu à l'époque, il faisait 120 kg gras, il tient à 20 km/h sur un tapis de course, il tient 5 minutes, non-stop. Mettez le tapis de course à 20 km/h, vous allez comprendre. C'est impressionnant, hein. Et maintenant, il est très, très musclé, très massif, hein. Et bah, pareil. Donc, c'est vrai Il a gardé cette condition de résistance, endurance. ouais, mais parce qu'il a jamais arrêté d'entraîner l'endurance. Ok, ok. Tu vois, non-stop. Ouais, je Non-stop. vois, je vois. Il s'entraîne, il court, il fait le fractionné. Il fait la muscu 4 fois par semaine, dur, mais il fait le fractionné. Et bien sûr, il y a la diète. Mais voilà, ils ont cette capacité que, bah, tu vois, on a peut-être du mal même à expliquer, mais voilà, d'endurance, qui malgré qu'ils sont volumineux, bah, est assez incroyable. Donc moi, je suis admiratif des sports de combat pour ça, c'est qu'ils arrivent à allier les deux et c'est voilà. C'est Et les vrai, c'est vrai. rugbyman pareil, le football américain dans ce On le voit même sport-là, au CrossFit. Hein. Tu CrossFit, as certains ouais, crossfitters qui ont un certain volume musculaire et qui font des performances de fou. Hein. Moi, je suis allé voir une compétition de CrossFit là. C'est une grosse compétition. Moi, j'ai vu des beaux bébés. Quand j'ai vu l'endurance qu'ils avaient, je me suis ouais dit, c'est incroyable. Ouais. waouh, Voilà. ils m'ont scotché parce que voilà, les mecs, ils sont des beaux bébés et les mecs, ils tiennent. Quoi. Donc, Ouais. Mais donc, après, je pense que là où tu as raison, c'est que par contre, plus tu es musclé et plus ça va demander d'entraînement pour entretenir ça. Par contre, ça va être plus ouais. d'entraînement de cardio. Donc Ouais, puis il y a un travail aussi spécifique en plus avec de la pliométrie, un travail d'explosivité parce hum. que c'est une autre forme de travail, donc il faut pas l'oublier aussi, quoi. Donc, voilà. Voilà. Même Donc si la c'est vrai muscu que travaille aussi bien, indirectement, indirectement. C'est quand tu pousses hum. lourd, de toute façon, tes fibres elles sont obligées de se contracter assez vite, donc même si on fait un travail très spécifique, ça travaille quand même l'explosivité. Alors peut-être pas d'une manière aussi optimale que la pliométrie, mais malgré tout, ouais, et même la musculation travaille le cœur. Et je vais même vous dire un truc, hein, ça, nos études, c'est assez flagrant. Moi, je le vois même sur moi qui ne fais jamais de cardio, mais quand je ne fais jamais de cardio, quand je pars faire une randonnée de 3 heures, franchement, je suis un vrai lapin. Hein. Je ne m'arrête pas, quoi, tu vois. Mais parce que la musculation travaille notre système cardiovasculaire malgré tout. Donc, on sera beaucoup plus, on va dire, endurant qu'une personne lambda qui ne fait pas de sport, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Donc, si tu m'envoies faire une randonnée avec quelqu'un de lambda qui ne fait pas de sport, bah, je vais être beaucoup plus performant que lui sur une randonnée de 3, 4, 5 heures qu'une qu'une personne qui ne fait pas de sport, tu vois. Puis en plus, j'aimerais rappeler un truc aux gens, ceux qui disent que oui, il faut faire du cardio pour avoir une meilleure endurance, mais qui reste 30 minutes sur un vélo à pédaler, tu sais, tranquille, en téléphonant à côté, les gars, vous faites rien. Là, si vous voulez vraiment travailler l'endurance, dans tous les sports, vous êtes essoufflé, vous courez, quoi. Non, mais c'est vrai, tu vois, Ouais, c'est vrai, si c'est vrai. vraiment tu veux faire de l'endurance, enfin, vraiment progresser, muscler ton cœur, bah, c'est comme tous les muscles, hein, il faut taper dedans. C'est pas en mode je lis un livre et voilà. Donc, attention à ça, ça me fait rire les arguments parfois. Il faut être crédible dans le raisonnement, quoi. C'est clair. Bon, bah écoute, voilà, on a terminé notre petit Impeccable. podcast. Voilà, n'hésitez pas si vous cherchez un coach ou voilà, vraiment être suivi, encadré par des professionnels, bah, il y a Anthony et toute son équipe là, qui font un super boulot. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Je crois que tu vas Merci. mettre le lien en dessous là. Ouais, on va mettre le Voilà, lien. pour Ouais. les compléments alimentaires, bah, vous avez IAM, vous avez tout Voilà, dessus. n'hésitez C'est pas. pas. Et petite parenthèse, il y a une personne qui a dit la semaine dernière dans les commentaires qu'on parlait trop de la farine de patate douce.
Alors, Encore petite heureux. parenthèse, lisez le titre juste en dessous, c'est écrit Yam Podcast et la marque, c'est Yam Nutrition. Voilà, juste comme ça. Et la chaîne, c'est Christophe Bonnefond. Donc, voilà. Oui, bah après, c'est excusé, mais oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas de Ouais. souci. Encore une Mais fois, il n'y a pas de en souci. fait, il s'attaquait à moi, en fait. Mais c'est pas grave. Non, non, mais il y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est On pas vous grave. embrasse. N'hésitez pas à commenter, à partager vos expériences et on vous dit à très vite. Ciao. Allez, à très vite. Ciao, bye.